Ils ont entre 12 et 35 ans et ils représentent 70% de la population ivoirienne. À l'occasion de chaque élection, ils sont instrumentalisés, politisés et après les échéances, plus rien. 8 jeunes Ivoiriens sur 10 sont sans emploi, ne travaillent pas. Aujourd'hui, nous sommes bientôt dans l'année électorale 2015 qui arrive. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Event News pour discuter ensemble du thème de l'enjeu pour la jeunesse de cette élection 2015 en Côte d'Ivoire. Pour cette question, nous recevons M. Issa Kone Ladio, communément connu sous le nom de Sankara, représentant le Front populaire ivoirien ici en France. Il n'est pas le délégué, mais la production de Event News l'a choisi comme représentant sur ce plateau du Front populaire ivoirien en France. Nous avons en face de lui M. Serge Edé, il est le délégué général du PDCI Paris 1, et à sa gauche, M. Tia Kolé, UDPCI France. Ensemble, nous allons parler des enjeux pour la jeunesse de cette élection 2015. Nous allons commencer par M. Issa Kone Ladio dit Sankara. Pour vous, cette élection, elle représente quoi pour la jeunesse ivoirienne? Je voudrais vous remercier de l'occasion que vous nous offrez pour parler de la jeunesse en Côte d'Ivoire en général, et de la jeunesse du monde. Dans toute élection, il est important que la jeunesse soit mise au centre, j'allais dire, des débats, parce que c'est la jeunesse qui fait l'avenir du pays, c'est la jeunesse qui fait l'avenir de chaque pays. Pour nous en Côte d'Ivoire, pour le moment, nous ne sommes pas encore au niveau du FPI. Nous ne sommes pas encore au niveau du FPI en train de parler d'élection, parce que pour nous, les conditions ne sont pas encore remplies pour que nous ayons donc à une élection. Mais nous ne parlons pas de... Nous disons essentiellement la jeunesse pour vous au FPI. Qu'est-ce que cela représente? Parce que nous savons que pratiquement la jeunesse patriotique proche de l'ancien président Laurent Gbagbo est essentiellement proche du FPI. Et celle-là, elle a été utilisée, instrumentalisée. Quel enjeu pensez-vous qu'elle puisse avoir, ou bien qu'est-ce qu'elle puisse ressembler, qu'est-ce qu'elle peut ressembler pour ces élections-là? Je voudrais dire que, comme on appelle le président Laurent Gbagbo, a toujours mis la jeunesse au centre de tous ses projets. Au centre de tous ses projets. Et la jeunesse a toujours été ce que le FPI pense être le fer de lance d'une nation. Et comme vous me proposez un thème sur les élections présidentielles de 2015, sur les enjeux pour la jeunesse pour les élections de 2015, je suis en train de revenir dans le débat pour faire comprendre que pour que le FPI propose quelque chose pour la jeunesse de 2015, il faudrait bien que les conditions de cette élection-là soient remplies pour que le FPI fasse des propositions normales. Sinon, je voudrais m'inscrire en faux quand vous dites que la jeunesse patriotique en Côte d'Ivoire a été instrumentalisée. Non, elle n'a jamais été instrumentalisée. Elle a été responsable. Elle a pris ses responsabilités à un moment donné de l'histoire de notre pays par rapport à un certain nombre de questions qui sont posées à la Côte d'Ivoire. Donc, le FPI n'a jamais instrumentalisé la jeunesse. Le FPI n'instrumentalise jamais la jeunesse. Le FPI est un parti responsable qui a toujours eu un projet de société, un projet de gouvernement pour la jeunesse. Monsieur, nous allons venir à vous tout à l'heure, nous allons venir à vous. Je ne vous coupe pas, mais je vais donner la parole à vos contradicteurs du PDCI pour qu'ils nous disent comment actuellement ils sont au pouvoir. Ils sont les alliés au sein du RHDP avec le RDR qui, malheureusement, j'aimerais signaler que nous avons invité, entre autres, M. Cissé Bakongo, le représentant de la jeunesse du RDA ici en France, qui malheureusement nous a fait faux bon, tout en espérant que durant le cours de l'émission, il sera là. Oui, M. Edé, Serge, pour vous, ces élections 2015, quels sont les enjeux pour la jeunesse au plan social, économique ou politique? Parlons d'abord au plan social. Bon. Qu'est-ce que cela pourrait apporter à la jeunesse? Encore une fois, merci pour l'invitation.
Nous savons que depuis plusieurs décennies, nous assistons à une forte implication de la jeunesse dans les partis politiques. Et cette jeunesse, aujourd'hui, aspire à des postes de responsabilité. Ils veulent jouer les premiers plans. Cela provoque par moments des incompréhensions, d'où, vu le choc des ambitions. Ce que je peux dire concernant la jeunesse, il faut que la jeunesse s'implique davantage, non seulement dans la reconstruction de la nation, mais aussi en toute intelligence au sein de leur parti politique. Là, vous avez dit tout à l'heure à mon frère du FPI que la jeunesse a été instrumentalisée, ce qui n'est pas faux. Parce que ce n'est pas uniquement au FPI, non, mais dans toutes les organisations politiques en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas faux, parce que à leur temps, au temps où Laurent Gbagbo était au pouvoir, la jeunesse a été utilisée comme fer de lance. Mais j'en appelle aujourd'hui à une responsabilité de la jeunesse elle-même. Est-ce que cette jeunesse doit toujours continuer à être une fer de lance, ou est-ce que cette jeunesse doit davantage s'impliquer et prendre sa part de responsabilité dans la reconstruction de la nation? Justement, donc pour ma part, je pense que nous devons nous impliquer en toute intelligence et que cette jeunesse aille s'instruire et s'imprégner de la chose politique, non seulement économiquement, mais aussi au niveau social dont vous avez évoqué tout à l'heure. Bon, monsieur Idé, on reviendra à vous tout à l'heure. Monsieur Tia Collé, globalement, pour vous, les enjeux de cette jeunesse-là, ces élections-là, elles représentent quoi? Je voudrais, au moment où vous me passez la parole, vous dire merci. Merci d'associer l'UDPCI à ce débat. Parce que le thème est d'une importance majeure. En ce sens que dans vos propos introductifs tout à l'heure, vous avez indiqué clairement que la proportion de la jeunesse constitue 70% de la population. Et donc, c'est cette jeunesse-là qui est interrogée à travers le thème que nous allons débattre. Effectivement, quelle doit être la place de la jeunesse pour les élections de 2015? Pour ma part, nous, à l'UDPCI, nous disons qu'il faut responsabiliser la jeunesse. Mais en même temps qu'on responsabilise la jeunesse, il faut que la jeunesse se prenne elle-même en main. Il faut que la jeunesse sache où se trouve son intérêt, à quoi elle doit servir. Donc, moi, je dis, en 2015, la jeunesse ivoirienne, toutes tendances confondues, doit savoir que c'est sur sa tête que les choses se jouent. Elle a un rôle donc majeur. Ok, merci. Je reviens à chacun de vous. Dites-nous, au PDCI, qui peut-on appeler jeunes? Les critères de définition d'un jeune au sein de votre parti. Vous savez, la jeunesse n'est pas une carrière. La jeunesse, elle est... Mais au moins c'est un critère d'âge. Oui, justement, les critères d'âge ne permettent pas aujourd'hui de définir une jeunesse. Kakabe le disait d'attendre qu'à 42 ans, on ne peut pas être jeune. Mais je peux m'inscrire en faux dans ce qu'il a dit. 42 ans, on peut être jeune à 42 ans. Quelqu'un qui a 42 ans n'est pas vieux. Quelqu'un qui a 42 ans peut éclore en ce moment-là, vu son passé. Si dans le passé... Monsieur Edé, s'il vous plaît, les critères d'âge au PDCI, qui sont les jeunes? Il n'y a pas de critères d'âge au PDCI. On ne définit pas, il n'y a pas donc, le PDCI sur lesquels on va... celui qui se sent jeune dans sa tête. Non, c'est pas celui qui se sent jeune dans sa tête. Nous savons que on appelle jeunes ceux qui ont des 18 ans. Les organisations internationales comme l'UNESCO définissent la jeunesse comme un individu et un groupe d'individus compris entre 12 et 35 ans. Voilà ceux-là qui sont appelés jeunes. Oui, mais vous savez que même on peut être jeune au-delà de 35 ans. Je le sais, au PDCI, voilà. Votre organisation. Aujourd'hui, notre organisation a mis en place surtout des systèmes qui permettent aux jeunes de militer.
les critères ne sont pas définis. Ceux qui se sentent jeunes peuvent s'inscrire dans la jeunesse, dans le mouvement de la jeunesse et participer à l'évolution du parti, apporter leur savoir-faire, apporter leur intelligence. Mais si on doit dire que on définit des critères d'âge au sein pour la jeunesse au sein du PDCI, je pense qu'on n'aura personne, vu que beaucoup se sentent jeunes aussi par leur... Donc si je comprends bien, au PDCI, il n'y a pas de critères d'âge. Voilà. Ça dépend de l'état d'esprit. Nous venons d'installer notre ami Cissé Bakongo, président de du RJR, c'est ça, le rassemblement de la jeunesse des Républicains. Oui, le RG, oui. Qui vient de prendre ce débat en cours. Nous disions, vous venez de le prendre en cours, nous étions sur les critères de définition de la jeunesse au sein des différents partis politiques qui sont ici présents. Monsieur Koneladio Sankara, au FPI, quels sont les critères de définition d'un jeune? Oui, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais répondre à monsieur du PDCI, mon camarade, qui dit effectivement qu'au moment où le président de la République, le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, la jeunesse a été instrumentalisée. Je voudrais rectifier ça. C'est important parce que c'est faux de le dire. La jeunesse n'a jamais été instrumentalisée quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. La jeunesse a pris ses responsabilités face à une attaque que la Côte d'Ivoire a subie. Je voudrais dire que le camarade Chablé Goudé, il n'était pas en Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire a été attaquée. Il était en Angleterre. Et pour faire front à la rébellion, il est revenu pour organiser les jeunes de Côte d'Ivoire pour s'opposer à cette attaque frontalière. Je vais dire ici, le président de la République, le président Laurent Gbagbo, n'a jamais instrumentalisé la jeunesse de Côte d'Ivoire. La preuve, quand il a pris le pouvoir, il a demandé aux jeunes de s'impliquer dans le développement du pays, de partir se former et de revenir dans le pays pour contribuer à l'évolution et au développement du pays. Donc, le président de la République... Précision faite, pour nous définir le donc, chez nous, nous avons avons un parti structuré. Nous ne sommes pas comme un parti qui ne sait pas quelle est la tranche d'âge de la jeunesse. Nous, au FPI, pour être président de la jeunesse de notre parti, ou être considéré comme jeune au sein du peuple ivoirien, d'abord, il faut avoir l'âge, j'allais dire l'âge électoral, c'est-à-dire la majorité électorale, c'est-à-dire 18 ans, tu as peut-être 18 ans, tu es considéré comme jeune, tu peux postuler au poste de secrétaire à la jeunesse du FPI, jusqu'à 35 ans selon nos textes. Ok. Après cela, il est possible que les aléas de la vie politique, parce que le représentant ou bien le responsable de la jeunesse du FPI puisse excéder les 35 ans, parce qu'il n'y a pas eu un congrès entre-temps qui puisse, comme on appelle, faire élire un nouveau. Sinon, au FPI, pour être membre du FPI, considéré comme jeune au FPI, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Forcément. Monsieur Tia Kolé, la tranche d'âge pour être considéré comme jeune à l'UDPCI. L'UDPCI se conforme aux normes internationales, c'est-à-dire 12 à 35 ans. C'est cette tranche d'âge-là qui est mieux indiquée comme l'âge de la jeunesse. Ben, je voudrais dire, monsieur Issa Koné disait tout de suite, les aléas politiques peuvent faire que le président de la jeunesse peut dépasser les 35 ans. Mais ça, c'est par rapport aux aléas politiques. Mais nous nous conformons aux normes internationales. Merci. Monsieur Cissé Bakongo, on va savoir au sein du RDR, qui vient d'ailleurs d'élire il n'y a pas longtemps le président de sa section jeunesse, quels sont les critères pour définir un jeune? Ben, écoute, je vous remercie. Je remercie effectivement l'assistance des dévanciers. Donc, je veux dire qu'au RDR, effectivement, chez nous, la démocratie est appliquée. Donc, la tranche d'âge au RDR, pour être président de la jeunesse du RDR,
c'est entre 18 ans et 35 ans révolus. Donc c'est ce que notre statut dit, ce que les règlements intérieurs et les statuts du RGE le disent. Donc je crois bien que c'est entre 18 et 35 ans. Ok, donc à la différence de tout, à la différence du PDCI où tout le monde est considéré comme jeune indéfiniment. Merci. Permettez-moi, sans vous couper, je vais le relever tout à l'heure. Vous avez donné la parole à tout le monde pour définir la tranche d'âge. Nous savons tous parce qu'il ne faut pas biaiser la vérité. Là, nous parlons de quelque chose qui est très sérieux. Nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, dans nos partis politiques, si nous allons dans les textes, ce que je disais tout à l'heure, les textes le disent, c'est 12-35 ans, ça nous le savons. Mais est-ce que... C'est ce que je vous demandais. Oui, mais est-ce que, concrètement, ceux qui militent et qui se disent jeunes ont cet âge-là? Non. Donc, je pense que faut pas non plus dire que les standards internationaux ont dit c'est 12-35 ans et que nos statuts le disent. Tous les statuts, je prends les statuts FPI, RDR, UDPCI. Attendez, j'en viens. Mais nous savons aussi que ceux qui militent et qui se disent jeunes au sein des partis politiques n'ont pas 12-35 ans. Ils ont même au-delà des 35 ans. Monsieur Isiaka Issa Kone disait que les aléas de la vie. Mais pourquoi vous vous arrêtez seulement au président de la jeunesse et vous n'allez pas au-delà? Vous savez très bien que Blé Goudé en son temps, qui se disait président des jeunes, avait même plus de 35 ans. Et ce n'est pas seulement Blé Goudé. Rappelons s'il vous plaît, ne mélangeons pas les choses. Non, je le rappelle pour dire que... Non, je précise. Pour dire tout simplement... Je précise, oui. M. Blé Goudé n'était pas membre du FPI. Il n'était membre aucune organisation politique en Côte d'Ivoire de façon officielle. Donc, recadrons les choses. Et tout à l'heure, nous vous avons demandé la tranche d'âge définie clairement au sein du PDCI pour que nous ayons donné. Vous venez de rectifier les choses pour dire que vous répondez aussi aux standards internationaux selon lesquels c'est entre 12 et 35 ans. Oui, c'est acquis, c'est compris. Okay. Pour ce qui est de la conséquence, pour ce qui est des aléas de la vie politique, nous l'avions compris. Voilà. Mais maintenant, l'explication que vous avez donnée au départ était un peu compliquée, ambiguë. Ça va pouvoir me permettre de dire que François Amicha pouvait se considérer comme jeune. Si, voilà. Donc pour l'instant, nous allons avancer et nous vous avons compris. D'accord. Donc, nous allons arriver sur la question essentielle des enjeux sociaux des élections en Côte d'Ivoire. Très souvent, nous avons tous remarqué que c'est lors des élections, ces jeunes-là remplissent les stades, ils remplissent les cars lors des meetings, lors des voyages, lors de la campagne électorale et autres. Et après les élections, on ne les voit plus. On leur donne peut-être 1000 francs, une baguette de pain, une boîte de sardines, ils vont... lors des élections, des t-shirts et autres. C'est pendant la période électorale, pendant les campagnes, qu'ils gagnent quelque chose véritablement de façon substantielle, c'est-à-dire à manger et à boire. Après cela, c'est fini, plus rien. Ils se retrouvent pratiquement tous au chômage. Exactement. Quels sont... Pourquoi aujourd'hui les partis politiques, voilà pourquoi j'utilisais l'expression de l'instrumentalisation de la jeunesse pour les partis politiques en Côte d'Ivoire. Pourquoi on les utilise juste pour la période électorale et après la période électorale, on les oublie. Monsieur Cissé Bakongo. Merci beaucoup. Moi, je crois que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je dirais que la plupart du temps, le plus souvent en Afrique, les politiques ont tendance à infantiliser nous les jeunes. C'est-à-dire que quand on parle de jeunes, par rapport aux élections, j'ai l'impression que quand il y a élection, quand on voit effectivement je vais dire que l'importance du jeune dans le combat pour l'ascension au pouvoir. Donc, plus souvent, c'est que ces jeunes-là, effectivement, ont aussi leur part de responsabilité. Parce qu'au tout départ, par rapport aux élections, ne donne pas effectivement, ne montre pas à ces responsables, effectivement, qu'ils sont matures. Donc, ils ont tendance à montrer à ces personnes-là qu'ils viennent non seulement pour les trucs, le matériel,
C'est-à-dire que le matériel, qu'ils viennent pour le matériel. Et quand tu montres à un politicien, surtout les politiques africains, quand tu leur montres effectivement que toi tu viens seulement que pour le matériel, donc moi, le plus souvent, ces personnes-là, non seulement vous utilisent, et après ces élections, on ne vous regarde. Si je comprends bien, pour vous, c'est de la responsabilité de la jeunesse elle-même si elle est instrumentalisée. Oui, effectivement, c'est la responsabilité de la jeunesse si elle est instrumentalisée, par les politiques surtout. Monsieur Edé, votre avis sur cette question? À mon avis, au sein du PDCI, pendant assez longtemps, avait eu une jeunesse assez importante. D'abord, pendant le parti unique, on a vu avec le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ensuite, après le multipartisme, on a vu un grand mouvement qui était la jeunesse du PDCI. Aujourd'hui, pour vous, la jeunesse, c'est après les élections, qu'est-ce que vous en faites? Je pense qu'il faut aller au-delà même d'après les élections. Vous savez, la jeunesse, comme le disait mon confrère tout à l'heure, la jeunesse a une part de responsabilité dans cet échec. Pourquoi? Parce que le PDCI a structuré la jeunesse. Le PDCI a créé des mouvements qui permettaient à la jeunesse non seulement d'avoir une tribune d'expression. Nous le connaissons tous, d'où la FECI est née, le MESI et tout ça sont nés. Mais aujourd'hui, cette jeunesse a perdu un peu de son aura du fait que cette jeunesse ne se prend même pas elle-même au sérieux. Je m'explique. Monsieur, excusez-moi, Cissé disait tout à l'heure que la jeunesse est intéressée par le matériel, ce qui n'est pas faux. Après les élections, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que cette jeunesse, elle n'est pas formée du tout. Parce que le président Alassane, après la crise qui est venue malheureusement, accidentellement je peux dire, en Côte d'Ivoire, après cette crise, a demandé à ce que la jeunesse s'implique pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Mais quand on demande à un jeune d'apporter son CV, on voit que son CV est vide. Alors, aujourd'hui, pour reconstruire une nation, ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Des choses fortes. Oui, je dis des choses fortes parce que pour reconstruire une nation, on a besoin des intellectuels. Les jeunes préfèrent la facilité que d'aller à l'école étudier, avoir des diplômes. Et non seulement pour venir apporter son savoir-faire, mais ils préfèrent avoir une facilité d'argent. C'est-à-dire, mon tonton est bien placé, celui-ci est au pouvoir, je vais vers lui pour qu'il me donne de l'argent. Non, il faut que cette jeunesse s'implique davantage. Et pendant les élections, et juste après les élections. Donc la jeunesse doit aller se former intelligemment. Sur ce point, oui. Vous dites des choses qui, à mon sens, sont assez graves. Bien sûr, et je prends mes responsabilités. Oui, je sais que vous prenez vos responsabilités. La Côte d'Ivoire compte les meilleures écoles, les plus grandes écoles de formation technique et professionnelle. D'accord. La Côte d'Ivoire, en dehors de la dernière crise qui s'est passée, avait les meilleures universités de la sous-région. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est l'une des jeunesses les mieux formées, les plus diplômées, certainement, qui sont sans emploi. Comment vous pouvez dire aujourd'hui, vous qui êtes un délégué du PDCI, certainement, visiblement, qui êtes jeune, dit que la jeunesse ivoirienne est sous-formée, est sous-éduquée, est sous-instruite. C'est grave. Quand je vois des jeunes à Abidjan qui font des cabines téléphoniques, qui sont titulaires de BTS, de maîtrise, plein de diplômes de corps de formation, mais de corps professionnels ou d'université, et que vous dites ce jeune qui n'a pas de travail, qui se livre à la débrouillardise, vous dites que ce jeune-là... Pensez-vous réellement que ce que vous dites est fondé? Parce qu'aujourd'hui, on peut faire le tour des cabines téléphoniques à Abidjan. Vous savez, il y a une chose qui est sûre, c'est sur le CV. Le président a fait appel à toute la jeunesse d'apporter leur savoir-faire. Si les jeunes, un jeune qui se sent, qui a des diplômes et qui veut apporter son savoir-faire pour la reconstruction du pays, doit se signaler. Il doit aller vers les institutions pour pouvoir ne serait-ce que se faire identifier et chercher du travail. Pourquoi le président est obligé de faire appel
à d'autres jeunes, c'est-à-dire issus de la diaspora, pour venir apporter leur contribution au pays. Et ceux qui sont des nationaux, qui sont sur place, dont vous parlez, qui font des cabines téléphoniques, ne peuvent pas compétir. Donc il y a un problème. On ne peut pas seulement, excusez-moi de l'expression, il y a du ragot qui se raconte, il y a des rumeurs qui disent que les jeunes sont diplômés, ils font des cabines, mais allons vérifier. Il n'y a aucune preuve. Organiser ce même débat sur les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire et demander aux jeunes de produire des CV, des diplômes, et nous verrons si ces jeunes-là ne sont pas recrutés dans des entreprises, dans des standards internationaux, à ce moment-là, on dira qu'il y a un déficit. Côte d'Ivoire. Monsieur Koneïssa, vous, votre avis sur cette question de la formation et de l'instruction de la jeunesse ivoirienne? Merci, monsieur Oro. Je voudrais d'abord revenir sur deux questions que le représentant du PDCI vient d'évoquer. Il a parlé de crises accidentelles en Côte d'Ivoire qui auraient empêché la formation. Il n'y a pas de crise accidentelle. Je n'ai pas dit qu'il aurait empêché la formation. Vous savez, une crise, quelle que soit la crise, elle est toujours accidentelle. On n'a jamais souhaité une crise. Une crise, on ne demande pas au Saint-Esprit de nous amener une crise. Donc, quelle que soit la crise, elle est accidentelle. Monsieur Edé, je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. En parlant de crise accidentelle en Côte d'Ivoire. Cette crise a été mûrie. Vous avez les commanditaires de cette réflexion. Elle a été commanditée par qui? Par vous. Par qui? Moi, Edé, le RDR. Le PDCI RDR. C'est vous qui avez commandité. Je pense que monsieur, attendez, vous portez des accusations très graves. Monsieur Edé, jusqu'à présent, c'est moi qui dirige ce plateau. Bon, dans ce cas-là, Monsieur Edé, jusqu'à présent, c'est moi qui dirige ce plateau. Si les règles ne vous plaisent pas, je pense que je vous ai donné la parole. Ils ont eu la politesse et la gentillesse de vous écouter. Ayez la gentillesse de leur rendre cette politesse. Bien sûr. Merci. D'accord. Donc je disais qu'il n'y a pas eu de crise accidentelle en Côte d'Ivoire. Ça a été une crise qui a été minutieusement préparée avec le soutien de tous ceux qu'on connaît et qui sont venus, qui ont planté le glaive dans le sein de la mère patrie. Les jeunes de Côte d'Ivoire se sont réveillés, se sont révoltés contre cette attaque morbide et inutile. Maintenant, je suis étonné de voir le représentant du PDCI parler de formation, de CV vides et tout. Mais pendant 40 ans, l'instrumentalisation dont vous parlez, c'est le PDCI qui a instrumentalisé la jeunesse en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé, le monsieur en parlant, sa langue a dû fourcher en parlant de la création de la FESI. Mais c'est la jeunesse qui a imposé la FESI au PDCI. C'est la jeunesse qui a imposé, comment on appelle ça, le multipartisme au FPI, au PDCI. C'est la jeunesse qui a imposé la démocratie au PDCI. Ce n'est personne d'autre. Et quand vous parlez de CV, comme monsieur le modérateur disait tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a toujours regorgé de grandes universités et de grandes écoles. Mais est-ce que le PDC avait voulu que la jeunesse puisse vraiment évoluer? Regardez, quand la Côte d'Ivoire prenait son indépendance, quand on octroyait l'indépendance à la Côte d'Ivoire en 1960, la Côte d'Ivoire avait le même produit intérieur brut que la Corée du Sud. Le même produit intérieur brut. Le président Faure-Boigny, quoi qu'il ait fait. Est-ce que vous pouvez centrer votre intervention sur la formation? La formation, je vais vous dire, nous au niveau du FPI, nous ne sommes pas un parti qui vient parler au hasard. Nous avons un produit de société, un projet du gouvernement, dans lequel les projets pour la jeunesse sont inscrits. Lesquels vous avez réalisés pendant 10 années de pouvoir? Nous avons eu 2 années de pouvoir. Nous avons eu 2 années de pouvoir.
Il faut que la vérité soit sûre. Nous avons eu 2 années de pouvoir. Je recentrerai Le président de la République, le président de la République, le président de la République. Je vais recentrer sur la formation et l'éducation. Je vais aujourd'hui dire devant les jeunes, je ne peux pas devant les jeunes du PDCI, je peux pas attendre devant les jeunes du vous allez attendre ça. devant les jeunes du PDCI. C'est de l'indiscipline. Monsieur, vous allez devoir attendre. Vous allez avoir droit à la parole. S'il vous plaît. Je vais aujourd'hui dire à comment on appelle ça, à mes camarades du RDR, de l'UDPC et du PDCI, pour que la jeunesse puisse prendre sa place normale dans l'évolution d'une nation, il faut que cette nation soit dans une situation stable. Comment aujourd'hui là pouvoir demander au FPI de faire un bilan de recrutement des jeunes? Comment le pourrez-vous? Comment aujourd'hui demander au PDCI de ne pas reconnaître sa responsabilité dans ce que la Côte d'Ivoire a vécu et ce que la Côte d'Ivoire vit? Comment ne pas demander au RDR de nous dire pourquoi les jeunes sont en retard? Parce que c'est eux qui ont instrumenté les jeunes, c'est eux qui ont pris les jeunes pour le faire prendre les armes. La démocratie n'est pas les armes. La démocratie n'est pas les armes. Merci. La démocratie, c'est donner l'occasion au peuple de s'exprimer et surtout à la jeunesse de s'exprimer. Le président de la République, le président Laurent Gbagbo, a donné toute sa place à la jeunesse pendant 2 ans avec des colloques pour que les jeunes proposent et que le gouvernement réalise. Monsieur, mais pendant que le président est en train de travailler au bonheur de la jeunesse de Côte d'Ivoire, vous avez attaqué notre pays. Merci, merci. Monsieur Tia, votre avis sur cette question? Précisons et recentrons un peu le débat. Nous étions sur la formation, la qualification et l'éducation de la jeunesse pour qu'elle puisse être utile au développement et à la construction de son pays, de la Côte d'Ivoire. Bon, à cette question, je voudrais répondre ceci. Les responsabilités sont partagées. Je ne saurais indiquer les proportions. Et je voudrais aussi dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une frange de la jeunesse qui est bien formée quand même. Et donc, si cette jeunesse-là ne prend pas ses responsabilités, on ne peut pas toujours accuser l'homme politique. Mais en même temps, je dis ceci, si nous sommes dans cette position, c'est d'abord celui qui détient les flambeaux du pouvoir qui a une grande part de responsabilité. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens. On remarque que les hommes politiques choisissent quelques grosses têtes de la jeunesse qui, eux, au lieu de s'occuper réellement de cette jeunesse-là, dans le cadre de les former pour qu'ils prennent conscience de leur nombre d'abord et donc de leur position de force afin de faire pression sur l'État pour que quelque chose leur soit donné dans le cadre des réalisations qui peut être à leur profit. Et chacun pense à son ventre. Et cela est un défaut grave pour la jeunesse elle-même. C'est en cela que je dis que les responsabilités sont partagées. Maintenant, l'homme politique, en Côte d'Ivoire, en Afrique généralement et en Côte d'Ivoire particulièrement, l'homme politique, souvent, il joue sur la tête de la jeunesse pour pouvoir mieux dominer. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Ça a été le cas, je dirais, de tous les pouvoirs. De tous les pouvoirs. Donc, si nous sommes pour aujourd'hui, si cette jeunesse-là, qui représente 70% de la population, ne fait pas partie, n'est pas l'essentiel de la population active, ce n'est pas parce que elle est sous-formée ou sous-éduquée. C'est certainement parce que, comme vous le dites, c'est de la faute du dirigeant. À vous comprendre. Parce que vos deux alliés au sein du RHDP disent qu'ils sont sous-formés et sous-éduqués. Voilà pourquoi il ne peut pas être utile à des postes ou à des responsabilités permettant la construction et le développement du pays. Non, je ne pense pas. La proportion ivoirienne analphabète constitue autour de 50 à 55%. Ça veut dire que nous avons 45% quand même qui est formé. Et 45% en Côte d'Ivoire. Le 7 août 1960, quand la Côte d'Ivoire prenait le pouvoir, du moins son indépendance, on avait 3 800 000 habitants. Et moins de 2% de cette population savait lire et écrire. En 1990,
nous étions autour de 15 millions d'habitants. Et on était à une proportion de 40% de cette population qui savait lire et écrire. En 2000, nous étions autour de 18 millions d'habitants et nous nous situons autour de 48 à 50% de cette population qui savait lire et écrire. Selon le résultat des recensements de 1988 et de 1998. Ces indicateurs-là sont là. Donc, dire aujourd'hui que la jeunesse ivoirienne est analphabète comme en 1960, je pense que c'est faux. La jeunesse ivoirienne, à une proportion importante, est formée. Ce qui reste aujourd'hui, il faut proposer à cette jeunesse-là du travail. Ou il faut proposer à cette jeunesse-là une voie qui puisse lui permettre de se prendre en charge. Parce que dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? C'est la fonction publique qui est considérée comme le plus bas gisement de travail. Et l'homme politique le sait. Au lieu d'initier le secteur privé pour que c'est une bonne frange de la jeunesse qui prend des initiatives, puisse créer son travail, non, on dit, tu formes ton groupe et tu vas avoir des gens à la gendarmerie, tu vas avoir des gens à la police, tu vas avoir des gens comme des instituteurs, et les concours, on partage entre les grosses têtes de la jeunesse. Mais il faut plutôt donner les moyens à la jeunesse, parce qu'elle est créative, elle est intellectuelle. Je pense que c'est ce travail-là qui doit être fait. Monsieur Cissé Bakongo, oui, qui est le président de la jeunesse du RDA ici en France, oui, et du parti au pouvoir, oui. Quelles sont les conditions que le président Alassane Ouattara a créées, a mises en place pour offrir et donner de l'emploi à la jeunesse? Moi, je pense qu'avant de répondre à votre question, je vais revenir sur les propos de mon frère Sankara, qui accusait tout à l'heure le RDA d'être à la base de la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Donc je pense que je m'inscris en faux pour tout ce qu'il vient de dire. Moi je pense que cette crise-là a été mûrie, formulée et mûrie par le FPI. Pourquoi? Parce que justement, le FPI, en arrivant au pouvoir, a vu effectivement qu'il ne pouvait pas effectivement gérer ce pays sans, comment on appelle ça, qu'il ne pouvait pas gérer ce pays. Donc il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas les moyens, il n'avait pas les moyens, ni la capacité, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ni la capacité de gérer le pays est arrivé au pouvoir, de façon à gérer le pouvoir, oui, effectivement, de façon calamiteuse, non, effectivement, je suis là où nous sommes assis, non, je sais pas, oui, effectivement, je donne des arguments. Nous, on n'est pas dans des arguments. Monsieur Koné, vous êtes à la base de la crise. Nous sommes à la base de la crise comment? Si vous êtes à la base de la crise. Pour l'instant, c'est moi qui distribue la parole, monsieur Aidé. Monsieur Aidé, c'est moi qui distribue la parole. Monsieur Koné, ayez la gentillesse et la politesse d'écouter vos camarades quand ils parlent. Vous êtes en train de parler, vous écoutez. Mais quand ils disent des contre-vérités, il faut les entendre. Vous aurez le temps de parler. Ok. Voilà. Donc, effectivement, comme je le dis, donc, le FPI est à la base de cette crise-là, pour son incapacité à gérer le pays, et la crise est venue. Donc, le RDA a été victime, comme je le dis, victime de cette crise-là. Donc, quand M. Ladiou dit effectivement que le RDA est à la base, ou le PDC est à la base, ou c'est l'UDPCI, j'ai dit non, c'est Laurent Gbagbo et ses, comment on appelle ça, ses partisans qui sont à la base. Donc, on ne reviendra même pas, puisque pendant 10 ans de pouvoir, aucun jeune, je vous donne l'exemple, aucun jeune n'a été formé. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, le FPI est à la base de cette crise-là. Donc, pour revenir à votre question, je dirais effectivement que le président Alassane Ouattara, quand il venait au pouvoir, il a lancé un appel à la jeunesse en disant qu'il faudrait que la jeunesse se prenne en charge. Il faudrait que cette jeunesse soit responsable et effectivement responsable de ce qu'elle-même doit faire. Donc le président Alassane Ouattara, dans son programme, a proposé il a proposé des trucs à la jeunesse.
Donc nous avons, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a le fonds de la jeunesse. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont été créées pour cette jeunesse. Hein, le fonds de la jeunesse. Oui, quelle autre chose ensuite? Le fonds de la jeunesse. Et il y a aussi, comment on appelle, des structures qui sont là aussi pour accompagner ces jeunes-là à avoir du travail. Donc il y en a plein, comme au ministère, que ce soit au ministère de la jeunesse. Donc tous ces fonds... Vous pouvez donner des chiffres de création d'emplois depuis la prise du pouvoir? Bon, depuis la prise du pouvoir de M. Alassane. Je vais dire que quand le président Alassane prenait le pouvoir, le taux de chômage était à plus de 3 millions, le taux de chômage en Côte d'Ivoire, je ne vais pas trop, 7 millions, excusez-moi, du thème était à plus de 7 millions. Un taux, oui, un taux, ouais, 7 millions, c'est un taux. Non, bon, quand je dis 7 millions, quand on parle de 7 millions, le taux était à plus de 90% de jeunes qui n'avaient pas de travail, de jeunes diplômés qui n'avaient pas de travail, à plus de 90% de jeunes qui n'avaient pas de travail, puisque le reste, effectivement, plus de 90% qui n'avaient pas de travail. Quand le président Alassane Ouattara est venu, il y a des structures qui ont été créées, des jeunes, effectivement, qui étaient diplômés, qui avaient fait des études pendant très longtemps, qui n'avaient pas, effectivement, eu le temps d'intégrer certaines structures, l'ont intégré, par le biais du fonds effectivement de la jeunesse qui a été créé par le ministère de la jeunesse. Donc je crois bien qu'aujourd'hui, dans la politique du président Alassane Ouattara, le nombre de jeunes aujourd'hui employés, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les sociétés privées et autres là, nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui à plus de 40%. C'est étrange ce que vous dites parce qu'au même moment, au niveau de la fonction publique, il y a eu une réduction du personnel. Effectivement, la réduction du personnel par rapport effectivement au niveau du privé. Non, ce n'est même pas réduction du personnel. Non, ce n'est pas réduction du personnel. Ce sont effectivement ceux qui ont été, ce sont les fonctionnaires fictifs. Les fonctionnaires fictifs, des fonctionnaires qui avaient été en son temps, bon, je le dirais, pendant le règne de Gbagbo, il y avait des postes qui avaient été créés, il y avait des trucs des gens qui avaient été embauchés, effectivement, quand on disait embauchés, qui n'étaient pas embauchés. Donc il y a eu effectivement ce fichier. Donc on a fait sortir ce fichier d'abord par l'ancien ministre Nyamia Kouna, et après Bakongo a repris effectivement le flambeau. Donc je pense qu'aujourd'hui le taux Donc pour vous aujourd'hui le taux de chômage en Côte d'Ivoire a baissé. Ouais. Le taux de chômage a baissé. Quels sont les indicateurs que vous pouvez nous donner pour dire qu'aujourd'hui la jeunesse... Puisque nous étions à 90% de chômeurs en Côte d'Ivoire. Et les 90% représentaient effectivement cette jeunesse-là. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a eu aujourd'hui plus de 40% de cette jeunesse-là, dans ces 90%, 40% effectivement qui ont eu du travail. Monsieur Edé, je vous sens en train de bouillir à côté de moi. Bouillir. Votre réaction, c'est quoi? Concernant, puisque vous êtes des alliés, vous faites partie de la majorité qui dirige aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quels sont les éléments que vous avez pour indiquer qu'il y a eu de la création de l'emploi en Côte d'Ivoire? Vous savez, le président fait des efforts pour insérer la jeunesse. Le président Alassane Ouattara fait des efforts. Il n'y a pas deux présidents quand même. Voilà, bon, donc fait des efforts pour insérer la jeunesse dans la reconstruction du pays. Et pas de trucs, quoi. Oui, s'il vous plaît. Si vous me permettez, la destruction, je ne pense pas que c'est le président Alassane Ouattara qui l'a faite. C'est plutôt le Gbagbo qui l'a fait. S'il vous plaît, je vous le rappelle. Je connais, s'il vous plaît. Bien. Pendant le règne de Laurent Gbagbo, il donnait de l'argent au lieu que les jeunes aillent travailler. Comme le disait au lieu qu'ils aillent travailler, ils passaient leur temps à la Sorbonne. Dans les à faire de la prophétie de foi. Pardon? De la prophétie de foi. C'était ça l'activité principale de la jeunesse. Ils étaient utilisés à faire que de la propagande à longueur de journée au lieu d'aller se former. Notre frère disait tout à l'heure que les jeunes en Côte d'Ivoire sont formés. Nous avons les meilleures écoles, c'est vrai. Mais aujourd'hui,
moi ce que je peux dire, je ne suis pas venu pour accuser ni l'un ni l'autre, parce que l'histoire, nous devons nous imprégner de cette histoire pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Le président Alassane Ouattara a mis en place un programme pour accompagner la jeunesse. Il a appelé la jeunesse à s'impliquer davantage dans cette reconstruction. Quels sont les emplois qui ont été créés? Alors, durant la campagne, le président disait qu'il va créer 1 million d'emplois pour la jeunesse chaque année. Ça l'a été? Ici, c'est moi qui pose la question. Permettez-moi, si vous pouvez souffrir un tout petit peu. Et j'en viens. La jeunesse a été appelée au travail. Les grandes nations qui sont producteurs des industries, vous avez suivi dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, la communauté internationale. Attendez, j'arrive. La communauté internationale. Mais je suis en train de vous le dire. Si vous pouvez me laisser finir. Nous sommes pratiquement jeunes, monsieur, peut me donner cette expression. Cette expression. On a l'attitude de nos aînés là encore, rester dans le discours. Dites-nous, il y a eu tel nombre d'entreprises, tel nombre d'usines qui ont été créées. Il y a eu le pont qui a été construit, ça a créé tel nombre d'emplois directs. Bien. Tel nombre d'emplois indirects. Donc vous les citez, donc vous les connaissez. Monsieur, le pont a été créé. Les spectateurs de Yves nous donner des chiffres. Sortez du discours, des commentaires, d'analyse de vos aînés qui ont 60-70 ans. Vous êtes jeunes, vous n'êtes pas comportés comme eux. D'accord. Voilà ce que nous demandons. Aujourd'hui, la jeunesse, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est arrivé. Il y a eu combien de créations d'emplois? C'est à vous de nous donner ces chiffres. Vous qui aujourd'hui, qui au sein de la majorité qui gouverne, c'est vous qui aujourd'hui avez les manettes du pouvoir. Qu'est-ce qui a été créé pour la jeunesse? Qu'est-ce qui a été créé pour leur formation? Qu'est-ce qui a été créé pour l'éducation? Et ensuite, on comprend. Il y a 40% de la jeunesse qui a été 40% d'emplois qui ont été créés pour la jeunesse. La jeunesse a été impliquée dans la reconstruction du pont dont vous citez tout à l'heure. La jeunesse a été impliquée dans la création des puits d'eau, des fontaines à eau que depuis Bouna jusqu'à Abidjan. La jeunesse a été impliquée pour cette infrastructure. La jeunesse a été impliquée et toujours impliquée dans la reconstruction de la route du programme Abidjan-Korogo, et la route a été faite. Ça continue. Après Yamoussoukro, cette route continuera jusqu'à Korogo. Donc, vous savez, nous pouvons citer plusieurs emplois. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, que vous m'avez interrompu. Là, il ne suffit pas seulement de citer il y a 10% à tel endroit, 10% à tel endroit. Mais surtout, il faut comprendre que depuis la prise du pouvoir du président Alassane Ouattara, les investisseurs reviennent en Côte d'Ivoire pour investir. Et cela doit produire des effets, pas tout de suite à court terme comme vous le demandez, mais à moyen terme. Et surtout, ce n'est pas sur 2 ans d'activité ou 3 ans d'activité que toute la jeunesse ivoirienne s'impliquera dans cette reconstruction entièrement. Non, il faut laisser le temps aux entreprises de venir se créer. Aujourd'hui, nous avons un guichet unique qui permet aux entreprises de venir se créer. Les jeunes, même en Côte d'Ivoire, sur qui aujourd'hui nous jetons nos dévolus, peuvent créer leur entreprise pour pouvoir ne serait-ce que émerger. Donc, tous les leviers sont actionnés pour laisser toute la place à la jeunesse. Mais si la jeunesse ne prend pas sa responsabilité, il ne suffit pas seulement de dire 10%, 20%, 30%. Non, ça ne suffit pas. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que cette jeunesse soit véritablement au travail. D'où les investisseurs reviennent pour créer des entreprises, pour permettre à ce que cette jeunesse-là, d'ici 2015, avant les élections, nous aurons les véritables chiffres dont vous les aurez aussi. Et si nous donnons un deuxième mandat au président pour 2020, je pense que la Côte d'Ivoire rentrera en plein dans l'émergence, et à ce moment-là, toute la jeunesse ivoirienne prendra sa place et sera impliquée dans l'action de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous devons rechercher aujourd'hui. Mais dire que 10% par-ci, 10% par-là, non.
C'est pas ça. L'essentiel même du débat doit être recentré sur ce que nous voulons faire pour la jeunesse. Ok, monsieur Koné, vous aviez l'intention d'intervenir sur ce sujet. Mais n'oublions pas aussi, au-delà de la création de l'emploi aussi, il y a la formation des jeunes. Le président Alassane Ouattara avait annoncé lors des campagnes électorales qu'il construirait chaque année une université. Aujourd'hui, où en sommes-nous au niveau de la création des écoles, universités pour la formation aussi de la jeunesse ivoirienne? Ok, merci monsieur. Mais je voudrais dire que à travers ce débat, je constate la mauvaise foi légendaire du RDR et du PDCI. Vous comprenez? Je constate cette mauvaise foi légendaire et je me demande si effectivement nous venons du même pays, si nous constatons vraiment les mêmes choses. Attendez, je vais vous prendre ce que Gikawi disait il n'y a même pas longtemps. Il dit, pour qu'un président puisse réussir, pour justifier l'appel qu'ils ont appelé l'appel de Daokoro, il a dit qu'on a Bédia a raison de soutenir la candidature de M. Ouattara pour 2015, parce qu'un président en 5 ans ne peut rien faire. Monsieur Koné, excusez-moi monsieur, excusez-moi monsieur, excusez-moi monsieur, excusez-moi, je vais recentrer mon propos pour leur montrer à eux. UDPCI est encore calme, mais je vais leur montrer à eux. Non, mais moi je ne suis pas calme parce que je vais leur montrer à eux. C'est le modérateur qui distribue la parole. Je voudrais vous dire à vous que Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir 2 ans. Excusez-moi, monsieur. Ne soyez pas de mauvaise foi. Ne soyez pas de mauvaise foi. Attendez, non, 2 ans. Ce que vous 2 ans après, parce que le camarade du RDR tout à l'heure disait que la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire vient du président Laurent Gbagbo. En 2 ans, on peut faire beaucoup de choses. En 2 ans, beaucoup de choses ont été faites. Oui, quand nous sommes arrivés, 2 ans, on peut faire beaucoup de choses. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, en 2 ans, la Côte d'Ivoire a été rétablie. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, la Côte d'Ivoire avait des rapports avec le Fonds monétaire international. Alors pourquoi vous ramassez même pas les poubelles dans la Côte d'Ivoire? Moi je vous pose une question. En 2 ans, vous ne pouvez pas ramasser les poubelles? Vous parlez de poubelles? Oui. Qui a mis la poubelle dans la Côte d'Ivoire? En 2 ans, vous ne pouvez pas ramasser les poubelles? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous parlez de poubelles? Qui a mis la poubelle dans la Côte d'Ivoire? Mais c'est bien vous. Mais c'est le FPI. C'est bien vous. S'il vous plaît. Quand nous arrivions au pouvoir, il a fallu qu'Alassane vienne pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Ah oui. Nettoyer la Côte d'Ivoire. Oui, s'il vous plaît. Ah ouais, justement. Nous étions sur la question. Donc je viens sur la question de la formation d'emploi. Quand Alassane Ouattara était en campagne, qu'est-ce qu'il a raconté aux Ivoiriens? Il construira 5 universités sur 5 ans. Nous sommes en 2015. Et je voudrais saluer l'honnêteté. Nous sommes en 2014. Nous sommes en 2014. Aucune université n'a été construite. Je voudrais saluer l'honnêteté du camarade du PDC quand il dit, quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, il ne dit pas quand Alassane Ouattara a été élu. Il dit qu'elle a pris le pouvoir. Effectivement, elle a pris le pouvoir. Vous avez aussi dit que vous avez pris le pouvoir. Vous comprenez? De manière calamiteuse. Et ça a été sorti même de la bouche du président. J'ai été élu dans des conditions calamiteuses. Jamais dit j'ai pris le pouvoir. Il dit j'ai été élu dans des conditions calamiteuses. Quelqu'un qui est élu dans des conditions calamiteuses, ça veut dire quoi? C'est une prise de pouvoir. Depuis cette élection, depuis cette prise de pouvoir, jusqu'à présent, il y a eu l'université de Cocody qui a été réhabilitée, selon eux, à coût de milliards. Très bien réhabilité même. Et je voudrais dire que, effectivement, Alassane Ouattara, il est dans le tempo. Parce qu'il y a l'université Fouboigny maintenant, Nangui à Bourgois. Donc toutes les 5 universités qui existaient là ont de nouveaux noms. Donc effectivement, il a réussi. Il a fait de nouvelles universités avec de nouveaux noms. Mais je vais deuxièmement, une question. Avant de terminer, qui a été à la base de la création de ces universités, à la base de la création de ces universités, la construction de ces universités, parce qu'avant l'arrivée d'Alassane Ouattara, il n'y avait qu'une seule université. Donc, qui a été, je veux que tu me donnes le nom. Oui, j'ai tiré, mais recentrons le débat. Les gens du RDR racontent souvent n'importe quoi. Pour vous, est-ce qu'il y a de l'emploi qui a été créé? Est-ce qu'il n'y a jamais eu d'emploi qui a été créé encore? Et moi je peux le dire, toi tu es à Paris ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Toi tu es à Paris ici. S'il vous plaît. Nous tous nous sommes en Côte d'Ivoire.
nous sommes de Côte d'Ivoire, nous avons nos parents en Côte d'Ivoire. Oui. Comprenez? Nous savons que nous communiquons avec nos parents en Côte d'Ivoire. Jamais, jamais la paupérisation, la pauvreté, le chômage, la criminalité n'ont atteint le seuil que aujourd'hui, ce que nous avons atteint avec Ouattara. Et il faut dénoncer certaines choses. Avec l'indice de sécurité là. Oui, justement, vous dites l'indice de sécurité comme la Suisse. Oui, De toute façon, nous on n'avait pas créé Nous avons un problème c'était pas notre cas. Excusez-moi. Nous avons un problème de temps. Si à chaque fois que vous devez poser vos questions, vous allez dans vos diatribes politiciennes, nous ne pouvons pas avancer. Vous êtes des représentants de la jeunesse et vous parlez comme vos aînés. Notre ami de l'UDPCI, M. Tia. Vous me posez la question de savoir si les emplois ont été créés. C'est ça? Si selon vous, il y a eu de la création d'emplois. Si selon moi, il y a eu la création d'emplois. Mais permettez-moi de vous dire d'abord les conditions dans lesquelles M. Ouattara gère le pouvoir sont quand même difficiles. Il faut le reconnaître. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, lorsqu'un pays sort d'une crise telle que nous l'avons connue en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut laisser le temps au temps, quel que soit celui qui est au pouvoir. Les données politiciennes peuvent intervenir. Moi, je ne saurais vous donner un chiffre quelconque, parce que je n'en ai pas. Mais seulement, je trouve que il y a le pont Bédier qui a été construit, il y a l'autoroute express de Grand Bassam qui est en voie de construction, il y a le pont sur la Maraoué qui est en train d'être construit, il y a le pont que le président Gbagbo a commencé à Jacquesville qui est en train d'être fini. Et moi, ce sont ces indicateurs-là seulement que je peux donner. Maintenant, est-ce que 10% de la jeunesse travaille, 60% travaille? Je ne saurais donner un chiffre, parce que je n'en ai pas. Mais seulement, de façon macro, il y a des éléments qui sont en cours d'être faits. Et il y a des maisons sociales aussi que les gens ont repris en Côte d'Ivoire. Je pense que toutes ces choses sont salutaires. En pleine crise, parce que la crise, nous la vivons parce qu'il y a deux tendances qui continuent de s'affronter. Et donc, le temps va permettre que les gens prennent langue, que les gens se parlent pour que l'harmonie revienne progressivement au sein de la population ivoirienne. Ok, merci. Nous allons passer sur, je crois, le domaine dans lequel vous excellez le mieux, la question politique. La jeunesse et la politique en Côte d'Ivoire. Parce que depuis tout ce temps, je pense que c'est tout ce que vous avez, tout le temps que vous avez passé à faire, vous, sur les questions techniques, vous n'y avez pratiquement pas répondu, peut-être parce que vous n'avez pas les éléments. Pour vous, aujourd'hui, quel poids politique a la jeunesse en Côte d'Ivoire? Je vais commencer par... La jeunesse a un poids politique, je dirais, central, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Et nous devons demander à cette jeunesse-là de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est-à-dire ce que Oufo Bani disait, vaut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson. Comment vous apprenez à pêcher à la jeunesse? Justement, nous l'avons développé ici sur ce plateau, et je l'ai même dit que cette jeunesse est aussi d'autre part responsable de cet échec, du fait qu'ils ne sont pas véritablement impliqués dans la reconstruction du pays. Cette jeunesse doit non seulement se former, il ne suffit pas seulement de se former pour se former, mais bien se former, c'est-à-dire avoir des diplômes, être qualifié et se faire identifier par nous sommes sur la question du poids politique de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Pour que quelqu'un puisse peser politiquement, il faut qu'il soit aussi intellectuellement pourvu. Donc, la jeunesse a un poids réel. Il faut que cette jeunesse soit formée
pour pouvoir peser, ne serait-ce que dans les décisions qui vont venir, prendre leur place. Et surtout, comme je disais, il vaut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson. Cette jeunesse doit être créatrice. Merci. Monsieur Tia Collé, pour vous, le poids de la jeunesse ivoirienne dans la vie politique? D'abord, le poids chiffré, vous l'avez indiqué tout à l'heure, 70% de la population. La jeunesse a un poids très important dans la politique ivoirienne. Seulement, il n'y a pas encore eu de synthèse au niveau de la jeunesse. C'est ça qui est le problème. Lors de cette crise que la Côte d'Ivoire a connue, il y a eu une jeunesse du côté du RDR, une jeunesse du côté du FPI qui s'affrontaient, qui faisaient la politique des grands. Cette jeunesse n'a pas pris conscience que c'est sur sa tête que les gens sont en train de jouer. Je voudrais dire ceci. Nous sommes 4 autour de cette table. RDR, PDCI, FPI, l'UDPCI que je suis. J'aurais souhaité que pour les élections à venir, c'est vrai, les tendances vont soutenir. Nous, à l'UDPCI, lors de notre congrès de décembre 2013, nous avons clairement déclaré que nous soutenons la candidature de M. Ouattara. Mais cela ne nous empêche pas que nous disons au président Ouattara, nous te soutenons, mais la jeunesse, dans une proportion importante, ne travaille pas. Il faut faire quelque chose. Mais voilà pourquoi je parle du poids. Quel moyen de pression vous avez au niveau de la décision politique? Qu'est-ce que la jeunesse représente véritablement pour influencer ces décideurs-là, ou du moins pour amener ces décideurs à prendre des... Nous les jeunes, nous sommes divisés. C'est ça le souci. Et j'aurais souhaité qu'on peut supporter. Nous, aux élections, nous allons voter pour M. Ouattara. Mais en même temps, que la jeunesse du PDCI, que la jeunesse du RDR, même, que la jeunesse du FPI, si le FPI participe aux élections à venir, qu'on dise... Hein? Bon, ça, on en parlera après. Mais il faudrait que ces jeunes-là se retrouvent pour faire front en face des gens qu'on appelle les décideurs, c'est-à-dire ceux qui vont être élus demain. Mais si chacun reste dans sa petite case, je pense que ce jeu va continuer, en tout cas après 2020. Monsieur Koné Issa, pour vous, le poids de la jeunesse ivoirienne dans l'échiquier politique ivoirien? La jeunesse a beaucoup de poids sur l'échiquier politique ivoirien. Ça, ce n'est plus à démontrer, parce que pendant l'agression de notre État, de notre pays, la jeunesse pendant 10 ans a fait échec à la prise du pouvoir d'État par les armes. Et donc, c'est par les armes que les impérialistes ont imposé, comme l'a dit le camarade du PCI, que je remercie encore, que c'est par les armes que Ouattara a pris le pouvoir. Non, je n'ai jamais dit cela et donc, il ne faut pas je n'ai jamais dit cela, rectifie cela. Cela dit pour que, comment on appelle ça, pour que le PDCI est un parti démocrate. Oui, je connais le PDCI. Voilà, c'est bien le parti démocratique au début de cette émission, vous avez reconnu que le PDCI n'a pas de jeunesse. Et que même à 50 ans, on est jeune au PDCI. Mais écoutez, voilà. Ça c'est vous qui le dites. C'est pas moi, c'est vous qui le dites. Donc, ça veut dire que le PDCI n'a même pas de règles déjà internes pour pouvoir savoir ce que la jeunesse doit devenir. Donc pour vous, la jeunesse là, même à 60 ans, on est encore jeune et on peut encore diriger la PDCI et ça c'est vérifié. Exact comme le RDR. Donc vous n'avez pas de leçon à donner à quelqu'un, monsieur. Ah bon? À part de ce moment. Donc la PDCI à 60 ans, s'il vous plaît, revenons sur le... Je reviens sur la question. Konaté Navigué n'a pas 20 ans. Nous n'avons pas d'aléa. Si vous n'avez plus d'arguments, s'il vous plaît, mieux vous voudrons dire, le poids de la jeunesse est reconnu. Et je vais dire que pour que la jeunesse puisse véritablement s'exprimer au niveau national, pour qu'elle puisse prendre sa place prépondérante dans la construction de la nation, il faut un climat démocratique sain. Il faut permettre à cette jeunesse de s'exprimer dans un cadre sain. Aujourd'hui, je suis au regret. Le climat n'est pas sain aujourd'hui. Non, justement, j'allais y arriver. Je suis au regret de constater aujourd'hui que le climat n'est pas encore sain en Côte d'Ivoire. Et il ne sera pas sain en Côte d'Ivoire tant que le PDCI et le RDR et le DPCI continuent de garder nos camarades en détention. Parce que nous avons des amis qui sont en prison, c'est des jeunes aussi. Ils sont pas jeunes là-bas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur.
s'il vous plaît, monsieur, je vais dire quelque chose. Il faut que ce soit su ici. Les gens parlent de la jeunesse. Pour que la jeunesse puisse s'exprimer normalement, il faut un climat démocratique sain. Ok. Aujourd'hui, je prends encore un autre exemple, monsieur. Précision. Hier, nous demandons tout simplement monsieur Samba David, le poids de la oui, jeunesse. justement, c'est le poids de la jeunesse dans la politique. Oui. Hier, monsieur Samba David. Vous arrivez sur des revendications politiques. Je ne suis pas sur des revendications, je suis en train de parler du poids de la jeunesse. Le poids, c'est la il faut laisser la jeunesse s'exprimer. Quel constat vous faites? Est-ce que la jeunesse, en dehors du fait qu'on l'utilise dans les stades, lors des meetings, pour aller voter, pour remplir les urnes, en dehors de ça, politiquement, est-ce qu'elle a un poids? Est-ce qu'elle arrive à représenter un groupe de pression auprès des décideurs pour les amener à décider en leur avantage? C'est ce que je veux savoir. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je dis, pour que la jeunesse puisse appuyer ces décideurs, pour qu'ils puissent faire des choses au niveau de la jeunesse, il faudrait que le climat politique soit sain. Ok. Voilà. Okay. Attendez, s'il vous plaît, je vais prendre un exemple. Nous sommes aujourd'hui devant une télévision et il faudrait bien que les choses de la Côte d'Ivoire soient sûres. On a vu tout dernièrement au Burkina Faso des jeunes gens qui ont pris leurs responsabilités, qui ont fait partie de ce qu'on parle de dictateur. En Côte d'Ivoire, le jeune Samba David, des indignés de la Côte d'Ivoire, qui veut juste organiser une manifestation, juste organiser un seul meeting pour exprimer une tendance de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le pouvoir refuse. Et une tendance. Ok, merci. Une tendance de la jeunesse. Merci, monsieur. Parce que lui ne parle pas au nom de toute la jeunesse. Monsieur Koné, nous avons donné la parole au RDR. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, le RDR a parlé. Monsieur Cissé, monsieur Cissé. Merci beaucoup, monsieur Oro. Moi, je pense que si on reste là en train d'écouter les diatribes de Sankara, on ne va jamais s'en sortir. Et effectivement, comme il a dit, il faudrait qu'on ait une jeunesse responsable. Aujourd'hui, lui, il se croit... le poids de la jeunesse. Non, mais moi, je reviens. Le poids, c'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui a un poids très important dans l'échiquier politique ivoirien. Mais c'est une force qu'elle-même ignore. Effectivement, parce que cette jeunesse-là aujourd'hui, qui est bien formée, qui est capable effectivement de prendre des responsabilités, mais qui refuse de les prendre parce que justement, elle se laisse infantiliser par nos politiques. Et c'est ça le problème de cette jeunesse-là aujourd'hui. Et moi je le dis, si nous-mêmes ne prenons pas nos responsabilités, on n'arrivera jamais à être des gens matures et responsables. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là, le fait de lance de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et effectivement, cette jeunesse se laisse manipuler par des politiques. Et nous l'avons vu pendant 10 ans, nous avons vu des jeunes du FPI qui se sont laissés manipuler. Des jeunes qui se sont attendez, je vais finir, qui se sont laissés manipuler. Et aujourd'hui, si vous prenez pendant les 10 ans, dites-moi quel a été le jeune du FPI qui a sorti la tête du lot. Il n'y en a pas. Moi, je pense Monsieur que... Cissé, oui. Quel est le poids politique de la jeunesse ivoirienne? Non. Bon, pour l'instant, comme personne n'y arrive à répondre, c'est ça là, le dernier tour de table. Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui vos propositions pour une représentativité plus responsable de la jeunesse au sein des instances politiques et de décision, des instances économiques aussi de décision? Vos propositions. Je commence par M. Tiakolé. Vos propositions, rapidement. Nos propositions oui, pour que la jeunesse soit représentée. Est-ce qu'on peut imaginer une possibilité de demander une proportion de jeunes lors des listes électorales? Voilà. Et évidemment, la jeunesse, moi je pense qu'aujourd'hui, au niveau de tous les partis politiques, doit s'imposer pour ce qui concerne les postes électifs, pour ce qui concerne des responsabilités au niveau des personnes qui sont nommées. La jeunesse doit prendre sa part. Elle doit s'imposer à tous les désirs, à l'intérieur d'abord des partis politiques. Et après, moi je pense que nous regardons tous vers le développement. Chacun regarde vers qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que je prenne en charge ma femme, mes enfants et tous ceux qui sont autour de moi. Parce que nous parlons de la généralité, après ça devient l'individualité. Donc, il faudrait que les jeunes le sachent que, en concordant leurs forces, on peut arriver à un résultat auquel on ne peut pas s'attendre d'ici 20 ans rapidement.
C'est-à-dire que tous les jeunes se retrouvent, quel que soit ton parti politique, que les jeunes se retrouvent aujourd'hui pour s'imposer aux décideurs. Moi, je trouve que c'est la seule façon qui puisse nous permettre que la jeunesse puisse... Merci. Monsieur Aidé, vos propositions pour que la jeunesse soit représentée dans les instances de décision politique et économique. Nous pouvons aussi constater que la jeunesse a été déjà impliquée. Ce que moi je propose, c'est qu'il faut que nous qui sommes encore jeunes, si je peux m'exprimer ainsi, que nous prenions aussi, comme le disait mon frère, nos responsabilités. D'abord en matière de formation, la formation à la chose politique. Parce que nous faisons de la politique, mais c'est dans le néant, dans le vide. Il n'y a pas de structure. La politique que nous faisons n'est pas structurée. Donc il faut que nous soyons formés politiquement pour pouvoir peser, ne serait-ce que même dans les décisions au sein des partis politiques. Et pour que cette jeunesse puisse prendre sa place dans la reconstruction du pays, il faut qu'elle soit formée non seulement dans les créations d'entreprises, dans le management et dans l'économie, pour pouvoir maîtriser ne serait-ce que les leviers du pouvoir, de la décision du pouvoir. Et une fois que cette jeunesse est bien formée, nous avons des jeunes qui ont des diplômes, mais c'est des diplômes généraux, mais qu'ils aillent se spécialiser dans des secteurs pour pouvoir prendre leur place au sein des instances. Cette jeunesse aspire à diriger, à prendre des places. Là, cela pose des problèmes d'incompréhension parfois et par moment. Donc, moi, j'en appelle à la jeunesse de bien se former pour pouvoir ne serait-ce qu'occuper des postes et pour peser sur la décision. Maintenant, pour les élections qui arrivent, nous pouvons aussi exiger que le président prenne en compte une proportion de cette jeunesse, ou si c'est 30-40% de la jeunesse, qui soit impliquée davantage, et surtout qu'on puisse les mettre au gouvernement, pourquoi pas, les nommer ministres, pourquoi pas. Donc il faut que cette jeunesse prenne sa part de responsabilité dans ce sens. Voilà. Merci. Monsieur Cissé Bakongo. Moi je pense que le président doit prendre un certain nombre de mesures. Imposer effectivement aux différents services de l'État un certain nombre de pourcentage de jeunes dans l'administration. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, dans les administrations, il n'y a pas assez de jeunes. Donc les fonctionnaires ne sont pas remplacés automatiquement. Ceux qui sont là sont toujours là. Donc moi je pense qu'il faut imposer un pourcentage. Que ce soit dans les administrations. Et d'abord il faut commencer même par les partis politiques. Dans les partis politiques, il faudrait que d'abord on apprend aux jeunes d'être responsables. C'est-à-dire qu'imposer que ces jeunes-là aient des responsabilités dans leurs différents partis politiques. Et après, on viendra au gouvernement dans les postes de responsabilité. Et moi, je pense que c'est pas là, c'est pas cette mesure qu'effectivement, on pourra intégrer les jeunes dans le tissu économique de la Côte d'Ivoire. Tissu économique et politique de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Monsieur Koné Ladio, vos propositions pour que la jeunesse soit intégrée dans les instances de décision. Merci, camarade. Merci, monsieur. Bon, ben, je constate au terme donc des interventions du PDC, du RDR, que les jeunes dans leur parti ne sont pas responsables, ne sont pas responsabilisés. Ils demandent que les jeunes soient responsabilisés. Je veux dire que nous, au FPI, nous avons un programme pour la jeunesse. Proposition. Nous avons un programme pour la jeunesse. Les propositions que vous me demandez, moi je vais vous ramener au programme et au projet de société du FPI pour la jeunesse. Bâtir sur la démocratie. Je vais dire, au FPI, nous avons un leitmotiv. On ne peut pas bâtir un État. Même les jeunes ne peuvent pas s'en sortir tant qu'il n'y a pas la démocratie. Et aujourd'hui, nous avons le constat très ferme que la démocratie n'existe pas en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vais lancer cet appel. Monsieur Koné, vous me demandez, monsieur, oui, je vais faire la proposition. Nous avons un impératif de savoir. Si vous continuez de m'interrompre, vous voyez, si vous continuez de m'interrompre, vous allez laisser la porte ouverte au RDR qui est un parti, comme on appelle ça, qui ne respecte aucune règle. Alors, vos propositions, 30 secondes.
Voilà. Donc, je ne m'interromps pas parce que nous ne leur donnons pas l'occasion de faire ce qu'ils savent faire le mieux. Je vais dire, nous, au niveau du FPE aujourd'hui, nous ne sommes pas au niveau, parce que je vois les gens proposer, les gens parler d'élection présidentielle, quel doit être le poids. Je voudrais que vous me permettez de dire ici que nous ne sommes pas encore au niveau d'élection. Nous demandons à M. Ouattara de libérer nos camarades. Non, mais ils sont en prison. Non, mais je suis... Nous demandons à M. Ouattara... Merci. Moi, je pense que l'émission va finir, il faudrait que... Non, mais moi, je pense que... Nous demandons à M. Ouattara de permettre aux jeunes, pour qu'ils prennent leur place dans le jeu politique ivoirien, de permettre aux jeunes de s'expliquer, de s'exprimer, de parler, de ne pas forcément les bâillonner. Peut-être que à travers les meetings que, monsieur, à travers les meetings que les jeunes pourront faire, les jeunes qui ne sont pas d'obédience RDR pourront faire, ça pourra lui donner matière à gérer le pays autrement et pouvoir donner quelque chose aux jeunes. Deuxièmement, je vais dire que je l'ai dit tout à l'heure, la stabilité de notre pays. Monsieur Kone, Ladio Sankara, merci. Amis internautes, téléspectateurs d'E20 TV, merci d'avoir suivi ce débat. Vous ferez vous-même votre opinion. Nous devions réfléchir ensemble, discuter ensemble sur les enjeux des élections 2015 pour la jeunesse ivoirienne. Vous avez vu un échantillon, un panel des jeunes des partis politiques en Côte d'Ivoire. Vous les avez entendus. Faites-vous votre opinion. Merci et à la prochaine.